Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bienvenue sur la chaîne Magicien de la communication. Ce soir, on va pas parler d'auto-chess, même s'il se passe pas mal de choses. Ce sera pour l'émission de demain à 19 heures. Mais aujourd'hui, on va parler de neuropsychologie. On va parler d'applications pratiques. On va découvrir ce que c'est le thème de la neuropsychologie. Et du coup, je suis ravi d'accueillir Emma et Fanny. Alors attendez 2 petites secondes. On arrive tout de suite. C'est par ici. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, tout le monde s'entend bien normalement. On est bon. Tout va bien. Ok, bah super. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être là ce soir. L'idée, c'est qu'on parle pendant 1 heure de vos métiers, de votre passion, comment vous en êtes arrivé là, et puis découvrir un petit peu pour les gens qui connaissent pas. Et puis, s'il y a des gens qui veulent poser des questions dans le chat, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez faire un coucou, et puis je relayerai pour voir, pour parler avec Emma et Fanny de neuropsychologie. Alors, bah, la première question, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter chacune? Qui commence? Allez, Emma. Allez, c'est parti. Donc du coup, Emma, merci en tout cas, Jérémy, de nous avoir invités pour cette interview. Alors, je suis neuropsychologue. Je vais raconter très rapidement mon parcours. J'ai été diplômée en neuropsychologie de l'Université Savoie-Mont-Blanc. À la suite de ça, en fait, j'ai exercé en cabinet libéral sur Paris. Donc, j'ai exercé avec Fanny. Et puis, à un moment donné, voilà, j'ai décidé de reprendre un an d'études. J'avais un projet justement un petit peu plus business et je me suis dit qu'il fallait que je complète euh, ma formation actuelle. Donc, j'ai repris un an d'études à l'université Paris-Dauphine, en master marketing et stratégie, conseil et recherche. Donc à la suite de ça, j'ai découvert un peu le monde de l'entreprise dans un cabinet de conseil. Et puis là, très récemment, avec Fanny, on a créé donc un cabinet de conseil en sciences cognitives et en neurosciences, donc qui s'appelle Cognitiva Consulting. C'est encore tout jeune, on est vraiment une bébé entreprise, mais voilà, pleine de détermination, de motivation pour mener ce projet à terme et pouvoir travailler avec nos passions, sciences cognitives, neurosciences et la psychologie. Donc voilà, je suis passée très rapidement sur mon parcours si jamais il y a des questions, mais voilà très globalement mon parcours. Ok, super, merci Fanny. Alors, du coup, moi, je suis Fanny. Comme Emma au départ, moi, j'ai fait fac de psycho et je suis diplômée, pareil, de l'université de Chambéry, Savoie-Mont-Blanc. Un petit peu avant Emma, je suis un peu plus vieille. Et moi, j'ai commencé d'abord par exercer en structure privée avec des enfants et des adolescents qui avaient soit des troubles du comportement, soit un handicap moteur. J'ai fait ça pendant 1 an et demi et vu que mon amoureux était à distance, ça a suffi au bout d'1 an et demi pour me dire à la fin de mon CDD, j'arrête. Et j'ai déménagé une première fois en Suisse. Et en Suisse, pour les histoires d'équivalence de diplôme, etc., c'était trop compliqué parce que on allait être là que pour un temps déterminé, ce ne serait pas sur le long terme. Donc, j'ai ouvert en fait un cabinet libéral à Mulhouse dans un premier temps. Et puis, au bout d'1 an, nous avons déménagé puisque mon mari a été muté. Donc, en fait, à chaque fois, je déménage en le suivant. Et j'ai atterri à Paris. Et donc, comme j'avais déjà fait en fait tout l'investissement et que la pratique libérale m'avait extrêmement plu, j'ai décidé de poursuivre l'aventure du coup à Paris en cabinet. Et c'est à cette occasion que j'ai rencontré du coup Emma. Et comme moi, j'avais besoin de changer de cabinet, en fait, je lui ai proposé qu'on s'installe ensemble dans un nouveau cabinet. Donc, on a fait cette aventure, travaux ensemble, etc. Et du coup, travailler ensemble. Et puis, encore une fois, les de la vie fait que du coup, j'ai dû également redéménager en direction de la Suisse. Ce qui a permis, donc moi où j'ai tout clôturé à Paris, et ce qui a permis donc du coup à Emma aussi de se poser voilà, les fameuses questions et de savoir ce qu'elle avait éventuellement envie. Donc elle a repris ses études et moi j'ai atterri en Suisse
où j'ai commencé, parce que je ne pouvais pas exercer en tant que psychologue là-bas, j'ai commencé par faire toutes les démarches d'équivalence de diplôme que j'ai obtenues. J'ai commencé à apprendre l'allemand puisque je suis installée à Zurich, donc tout nouveau pour moi. Donc ça a été surtout de l'allemand intensif. Je ne suis pas du tout en capacité aujourd'hui de pouvoir pratiquer voilà, en cabinet comme je pouvais le faire avant, en tout cas auprès des patients, puisque barrière de la langue constitue un gros frein. Et du coup, de fil en aiguille, c'est Emma qui a eu en fait l'idée, avec sa reprise d'études, de monter un cabinet et qui m'a proposé de faire ça. Et vu que la crise aussi sanitaire est passée par là, on s'est dit qu'en fait, c'était possible de construire tout ça en fait à distance. Donc moi, je suis un peu loin, mais tout est possible. Et donc, voilà, l'aventure a commencé comme ça avec Emma. Et donc, on espère que ça puisse porter ses fruits. Ouais, alors Voilà. du coup, avant de rentrer dans ce que c'est pour vous la neuropsychologie, je voulais vous demander qui a besoin de neuropsychologues, quels sont le type de gens. Vous disiez que vous avez un cabinet qui peut venir vous voir. Comme ça, on peut aussi peut-être cibler un petit peu ces besoins déjà qui sont existants. Alors, la neuropsychologie, nous, on est diplômé et on est à la base neuropsychologue clinicienne, donc c'est-à-dire directement auprès des patients et en relation duel, comme un psychologue lambda peut accueillir des patients. Et en gros, nous, on peut accueillir des enfants jusqu'à la personne âgée. Pour les enfants, ça va être tout ce qui va tourner autour des difficultés de développement, troubles des apprentissages, par exemple, la dyslexie, la dyscalculie, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Voilà, tout le domaine de l'apprentissage et des difficultés d'apprentissage. Ça peut être autour des troubles du comportement, parce que moi, j'ai travaillé en structure justement avec des enfants et des adolescents ayant des troubles du comportement, alors qu'il y a un peu une casse fourre-tout. Les adultes, ça peut être, bon, même après aussi les enfants, mais tout ce qui est quand on a eu un traumatisme crânien, un AVC par exemple, tout ce qui on participe au diagnostic des maladies neurodégénératives, type Alzheimer, autre démence, les maladies de Parkinson, la sclérose en plaques. En fait, toutes les pathologies où il va y avoir ce qu'on appelle des troubles cognitifs. Donc nous, en fait, on est là pour évaluer l'étendue des difficultés cognitives et derrière, éventuellement, proposer une prise en charge, une rééducation. Ok, ok, je comprends mieux. Alors du coup, est-ce que tu Ouais, peux... tu peux rajouter des choses. Non, je voulais plus vous poser des questions. Emma, est-ce que tu peux du coup nous expliquer plus la partie neuro, neuro et psychologie? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les outils que vous pouvez utiliser, en quoi c'est différent du coup du psychologue normal? Du coup, on est neuropsychologue, donc psychologue spécialisé en neuropsychologie, c'est-à-dire qu'on a fait notre cursus en psychologie et en fait on s'est spécialisé à partir, on commence un peu à choisir des matières voilà, de spécialité à partir du M1, même en licence, en L3, ça dépend dans quelle fac, mais en tout cas moi je pouvais déjà commencer un peu à choisir voilà, des matières plus en lien avec les neurosciences et les sciences cognitives. Et donc en fait après c'est une spécialité, oui, une spécialité neurosciences, sciences cognitives. Et en gros la différence c'est qu'on va pas faire un suivi psychologique comme on l'entend pour un psychologue clinicien. Nous, on va vraiment intervenir pour évaluer les fonctions cognitives. Donc, c'est ce que disait Fanny. Donc, ça va être évaluer la mémoire, l'attention, les fonctions exécutives, donc nos capacités d'inhibition, de flexibilité mentale, tout ce qui nous aide aussi au quotidien à pouvoir travailler, à pouvoir cuisiner, enfin, à faire tous les gestes du quotidien. Et donc, cette évaluation va passer par l'intermédiaire de tests qui sont standardisés, normés. On va comparer le score de la personne à des normes, voilà, pour voir où le patient se situe et voir s'il y a des difficultés ou pas au niveau des fonctions cognitives. Donc, on intervient vraiment, comme disait Fanny, par exemple pour l'aide au diagnostic des pathologies neurodégénératives, pour éventuellement aussi aider au dépistage de personnes qui sont au potentiel intellectuel. Voilà, il y a énormément de tests. Et d'ailleurs, bah, le test le plus connu hein,
du grand public, c'est le fameux test QI. Donc, on est habilité à faire passer ces tests-là. Et après, le neuropsychologue peut également intervenir sur tout ce qui va être remédiation cognitive. Donc, il y aura un suivi pour permettre aux patients de développer des stratégies. Par exemple, s'il y a des troubles de la mémoire, développer des stratégies pour garder une autonomie dans la vie quotidienne le plus longtemps possible. Ouais, alors du coup, en fait, quand on dit cognitif, c'est tout ce qui est lié aux troubles du cerveau et comment il fonctionne. Oui. Ben, la neuropsychologie, c'est justement l'étude de la relation entre les différentes structures du cerveau et le comportement. Ok. Il y a une fonction cognitive et ouais, on l'attribue après un comportement en sortie. Donc nous, en fait, avec nos outils, ce qu'on appelle les fameux tests, on va mettre le patient dans une situation donnée face à un exercice à effectuer. On va voir comment il y réagit. Et de l'analyse de son comportement, on va en déduire quelque chose. On va en déduire un score, on va en déduire est-ce qu'il met en place des stratégies, est-ce que c'est efficace, adapté à la situation, etc. Et nous, ça nous permet d'établir un diagnostic. Est-ce qu'il fonctionne bien? Est-ce qu'il y a des difficultés? Et est-ce qu'il y a besoin de l'aider? Ça permet de faire un état des lieux sur ses points forts, ses points faibles. Et en général, soit on peut rééduquer les points faibles, ou en tout cas, si on n'y arrive plus à rééduquer, eh ben, arriver à les compenser en s'appuyant sur les points forts. Ok, donc du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'on sait à petit peu près quelles sont les différentes disciplines sur lesquelles le cerveau il va être plus ou moins fort en fonction des gens? Est-ce qu'on dit toujours que c'est un mystère? Est-ce que ça reste toujours, ou est-ce qu'on a bien réussi à mapper un peu plus? Est-ce que dans vos expériences, vous avez des schémas où on se dit, tiens, oui, c'est assez bien synthétisé, ou il y a encore plein de choses qu'on sait pas? Oh, il y a encore énormément de choses à découvrir sur le cerveau, mais on commence quand même à en connaître pas mal sur le sujet. Savoir comment fonctionne la mémoire, comment fonctionnent les processus attentionnels, voilà, quelles sont les stratégies à mettre en place et où c'est situé dans le cerveau. On a quand même pas mal de connaissances. Mais bien évidemment, je pense que le cerveau est une source de découverte absolument infinie et on n'aura jamais fini d'en apprendre chaque jour. La recherche a encore de beaux jours devant elle. Ouais, c'est Oui. c'est sûr. Mais déjà, avec la recherche actuelle, on arrive déjà à faire des choses assez chouettes. Alors, et justement, j'allais vous demander, est-ce que ces tests, ils sont basés sur de la big data? Est-ce que, il y a des nouvelles technologies qui sont un petit peu employées? Ou est-ce que c'est des tests, par exemple, sur Internet qui peuvent être faits, c'est-à-dire on voit des formes ou ce genre de choses? Alors, c'est pas des tests, vous ne verrez pas trouver les tests officiels sur Internet, Oui. parce que déjà, ça a un coût, et en plus de ça, il faut, pour acheter un test neuropsychologique, il faut un peu montrer patte blanche et montrer qu'on a le diplôme. Donc voilà, on est habilité à faire passer ces tests. Après, dans la conception des tests, Fanny pourra peut-être plus vous en dire, mais si elle veut compliquer ce que je vais dire, mais c'est développé, c'est du coup testé sur un énorme échantillon de personnes pour justement obtenir des scores normés pour pouvoir comparer le score du patient à une norme, donc à sa catégorie d'âge, son niveau scolaire, etc. Après, Big Data, non, pas à ma connaissance. Par contre, ce qui est en train de se développer, c'est l'utilisation de la réalité virtuelle. Alors, je connais pas tout, mais en tout cas, je sais que voilà, il y a certains chercheurs qui s'intéressent à la réalité virtuelle, notamment pour les personnes avec des difficultés de mémoire, donc personnes avec pathologie neurodégénérative. Donc dans le cadre d'une remédiation cognitive, il y a aussi l'utilisation de la réalité virtuelle chez les enfants, par exemple, souffrant d'un TSA, du trouble du spectre autistique. Donc il y a quand même des technologies qui commencent. On s'intéresse aussi aux nouvelles technologies dans la neuropsychologie. Mais comme tu dis, ces nouvelles technologies, on va plus les utiliser dans le volet plutôt rééducation, prise en charge.
Sur le volet plutôt diagnostic, c'est vrai qu'on en est on en est encore. On a certains tests qui se font avec une interface ordinateur, mais la plupart, en fait, on les utilise encore en version papier-crayon, tout simple, ce qu'on appelle nous des tests papier-crayon. Donc, on a le patient qui est en face de nous. Nous, on a nos feuilles, etc. Et on va soit faire à l'oral, soit avec un support visuel, avec des livres, etc. Et le mettre dans une situation. Et pourquoi, voilà, tous ces tests aussi, on ne peut pas les trouver sur Internet. Bon, déjà pour des questions de droit et de droit de pratique, mais aussi et surtout parce qu'on pour avoir une bonne évaluation, il faut que la personne soit, on va dire, un sujet naïf, qui n'ait jamais été confronté à la situation qu'on va lui proposer. Parce qu'évidemment si on prend l'exemple du fameux test de QI, voilà, qui je pense est le plus connu de tous, c'est qu'on peut s'entraîner en fait. Une fois qu'on a déjà passé ce test-là, on ne peut plus le repasser parce qu'on sait comment il est structuré, quel type à peu près de questions, même s'il y a une mise à jour du test, on comprend le principe, c'est-à-dire que nous, on les connaît par cœur, on ne pourra jamais passer de test de QI, c'est bien trop tard parce qu'on sait exactement comment il est construit, quel type de questions on va poser, et donc on n'est plus un sujet naïf. Le but est de voir comment, parce que l'intelligence, on l'a décrit surtout sur une capacité d'adaptation, comment un patient réagit face à une situation nouvelle. Quel processus cognitif, quel comportement il va développer face à une situation nouvelle. Et c'est là que c'est le plus intéressant, parce que quand le cerveau, on est en mode automatique dans la vie de tous les jours, voilà, on n'apprendra pas grand-chose. Mais en situation nouvelle, c'est là que justement on a besoin d'avoir toutes nos facultés, et c'est dans ces situations-là qu'on peut voir si ces facultés-là fonctionnent bien ou pas. Ouais, Donc, c'est des tests qui sont bien cachés, bien réservés, et on ne peut pas les montrer, quoi. ouais, je comprends, hein, tout à fait. Et puis ça doit être aussi, je pensais aussi en réalité virtuelle à ce que tu disais, où tu t'immerges et tu te mets en situation, et du coup ça te permet de faire les choses, de faire des erreurs aussi, mais de pouvoir être plus en sécurité. J'avais une question, est-ce que ce test de QI, justement, est-ce qu'il est vraiment utile de nos jours? Maintenant, on parle plus de tests de QE. Est-ce qu'il y a plusieurs tests que vous connaissez qui font cet éventail, justement? Alors, test de QI, il est absolument indispensable en fait pour les enfants. Il est indispensable dans le sens, on s'en fiche de savoir quel est exactement son quotient intellectuel, c'est pas ça, c'est qu'en fait, pour poser un diagnostic de troubles des apprentissages, de troubles du spectre de l'autisme, troubles du déficit de l'attention, etc., il faut toujours vérifier en amont qu'il n'y ait pas de déficience intellectuelle associée. Ok. Ça fait partie en fait des critères diagnostiques. Et bien souvent dans notre pratique, on utilise d'abord on fait une évaluation intellectuelle qui nous donne déjà une vision d'ensemble sur le fonctionnement global de l'enfant, ce qui nous met un peu la puce à l'oreille sur des tests plus spécifiques à rajouter derrière, parce qu'on a une quantité de tests astronomiques. Et quand des patients venaient nous voir en consultation, il n'est juste pas possible de tous les faire passer et puis se dire bon, on verra bien, on va tout faire passer et puis on verra ce qu'il en ressort. Non, on fait d'abord une évaluation intellectuelle, et en fonction en fait du premier profil, quand on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent pas très très bien, eh ben on va aller fouiller les choses qui fonctionnent pas très bien pour essayer de voir jusqu'à quel point ça ne fonctionne pas, et si après ça rentre dans un tableau clinique particulier, et si après on peut émettre une hypothèse diagnostique ou pas. Donc pour l'enfant, ça participe vraiment à la démarche diagnostique, et c'est vraiment très important pour ça. Chez l'adulte, a priori, si vous êtes épanoui dans votre vie, si les personnes ont un travail, ont des amis, ou à peu près ça va bien, on estime qu'a priori leur intelligence est dans la normale, donc il n'y a pas lieu de faire un bilan intellectuel, ça n'a pas forcément de sens. D'ailleurs, quand on reçoit des patients dans le cadre par exemple d'un traumatisme crânien, à la suite d'un traumatisme crânien, d'un accident vasculaire cérébral, et qu'on veut évaluer l'étendue des dégâts, on ne fait pas vraiment passer de bilan QI, on s'en fiche, on va faire quelques petites épreuves pour se rendre compte à peu près de son niveau, mais si la personne fonctionnait plutôt bien dans sa vie quotidienne avant, on s'en fiche en fait de savoir quel est son niveau intellectuel.
Quand on l'utilise chez l'adulte, c'est uniquement quand il y a une hypothèse, Emma en parlait, de haut potentiel intellectuel. Et d'ailleurs, en tant que clinicien, on questionne toujours la pertinence de faire passer un test, parce que c'est pas anodin de faire ce type de test, et puis de poser la question à quoi ça va servir. Certes, après, on a un résultat, ça apporte des éléments de compréhension, c'est intéressant, mais souvent, c'est et après, on en fait quoi? Donc, c'est quelque chose qui se discute vraiment avec le patient, savoir si c'est réellement pertinent de passer ce type de test ou pas. Parce qu'en plus, il faut être dans des bonnes conditions pour le passer, puisqu'a priori, on ne passe qu'une seule fois. Ok. Et du coup, là, vous êtes entrepreneuse, vous montez ce cabinet Cognitivia Consulting. C'est quoi l'idée? Comment est-ce que vous voulez aider les gens? Comment la neuropsychologie, ça peut aider les gens que vous allez aider? Alors du coup, un peu le postulat de départ, c'était alors, dans ma courte expérience, on va dire, en cabinet de conseil, j'ai quand même pu me rendre compte, voilà, sur LinkedIn, en discutant avec des gens, que les sciences cognitives commençaient un peu à prendre de l'ampleur, pas mal de place, et qu'on entendait un petit peu tout et son contraire, qu'il y avait des choses, voilà, pas forcément étayées scientifiquement parlant, et, euh, et en fait, je me suis rendu compte on pouvait quand même apporter quelque chose aux entreprises. Quand on est neuropsychologue, on est, comme disait Fanny, on est en mode duel, enfin, on est en one-to-one. Ouais. Mais du coup, cette relation-là peut quand même être transposée au monde de l'entreprise. Et ce qu'on peut apporter au niveau des sciences cognitives, en tout cas, ça peut permettre, par exemple, la compréhension euh, des, des, des mécanismes cognitifs pour optimiser les capacités d'un individu, par exemple. C'est tout bête, mais savoir comment la mémoire fonctionne, par exemple ce qu'on appelle la métacognition, savoir comment on fonctionne, savoir comment la mémoire fonctionne, bah, ça va permettre aussi de mieux l'optimiser et pourquoi pas voilà, d'être plus efficient dans certaines tâches, au travail ou même dans la vie quotidienne, etc. Donc on peut apporter des connaissances en tout cas sur les fonctions cognitives et les sciences cognitives au sein de l'entreprise. Et après, en fait, on voit hein, les sciences cognitives, c'est vraiment il y a un champ d'application énorme. Ça va de la santé, bien évidemment, mais ça va aussi au niveau de l'informatique. On parle beaucoup d'interface homme-machine, c'est quand même basé sur les sciences cognitives. Il y a énormément de choses qu'on peut faire avec les sciences cognitives. Donc il y a quand même, je pense en tout cas, vraiment un sujet d'intérêt et ça peut apporter des éléments concrets, en tout cas aux individus qui créent l'entreprise. Je sais pas si je suis bien claire, si Fanny veut rajouter quelque chose ou si tu veux Disons que, que... comme tu disais, qu'est-ce qu'on peut transposer en fait, c'était se dire qu'est-ce qu'on peut transposer de ce qu'on peut retrouver éventuellement dans un cabinet libéral dans le monde de l'entreprise. Euh, c'est de se dire toutes nos connaissances sur le fonctionnement cérébral peuvent apporter pour améliorer la performance des collaborateurs. Si on améliore éventuellement leur performance, forcément c'est bénéfique et pour l'individu parce que ça peut permettre des fois une économie d'énergie quand on sait mieux exploiter ses ressources. Et après, bah, forcément, l'entreprise est contente quand ses collaborateurs sont plus fonctionnels. Ça peut être aussi, bah là, on est beaucoup en télétravail et on sait qu'en télétravail, avec l'interface écran, etc., on sait que ça mobilise énormément les ressources attentionnelles. Donc, c'est aussi, par exemple, essayer de donner des conseils pour comment optimiser le télétravail, comment optimiser le travail à distance, comment aider les personnes à rester concentrées, comment arriver à ne pas être trop sollicité aussi par tout ce qui est mail, etc. Quand on connaît du coup le fonctionnement du cerveau et quand on arrive aussi à l'expliquer, il ne faut pas oublier que, en tout cas, ce à quoi on aspire, c'est aussi expliquer aux dirigeants d'entreprise qu'il faut prendre soin de ses collaborateurs. Et d'en prendre soin, c'est de savoir comment ils fonctionnent. Donc, si on les met dans des situations qui peuvent être problématiques, type, je sais pas, open space. Un open space, c'est comment on arrive à se concentrer dans un open space avec toutes les stimulations extérieures, comment on peut faciliter le relationnel entre les individus, etc. Donc, nous, c'est apporter un regard extérieur, une analyse, essayer d'analyser des situations pour tenter de les améliorer grâce à ce qu'on connaît du fonctionnement du cerveau.
Ouais, je comprends. Alors, je fais un tout petite parenthèse parce que je dis bonjour un petit peu à Dedop et à des Villeroy qui sont Mhm. passés et qui voulaient savoir déjà, qui me demandaient est-ce que n'importe qui peut passer un test de QI et est-ce que s'il veut en faire un par curiosité, c'est possible? Alors, n'importe qui peut passer un test de QI. Maintenant, donc, on est obligé de passer par un psychologue pour passer un test de Ok, QI. Vous trouverez toujours, a priori, un psychologue qui acceptera parce que ça peut rapporter. ok, Maintenant, normalement, si le psychologue a une bonne éthique et une bonne déontologie, il faut interroger à la demande. Pourquoi? Juste par curiosité, pour moi en tout cas. Je ne vois absolument pas l'intérêt de faire une telle procédure. ok. J'étais un peu chiante des fois avec certains patients qui repartaient de mon cabinet bredouille parce que j'estime que c'est pas anodin de passer ce genre de test et c'est une demande qui doit vraiment se questionner, s'interroger et se discuter, voir si c'est réellement pertinent et ce que ça apportera à la personne. Si c'est juste par simple curiosité, ma foi, mais si tout va bien dans notre vie, pourquoi on va se questionner plus loin? Pour moi, ça fait pas sens. Mais on peut toujours des psychologues, je pense, qui accepteront de faire passer. Hein. Donc après, à voir. Alors, tu as parlé peut-être de tips pour le télétravail ou pour gérer l'attention. Si vous avez des tips à communiquer ou quand on est chez soi sur le télétravail, justement, quels sont les problèmes qu'on peut avoir, comment on pourrait les résoudre. Si vous avez des petits trucs comme ça, c'est l'occasion. Et puis, je voulais aussi parler tu disais, Emma, on entend plus parler de sciences cognitives et on entend aussi plus parler de biais cognitifs. Est-ce que, du coup, c'est quoi le lien? C'est quoi votre approche un petit peu là-dessus? Est-ce que vous étudiez justement tous ces biais cognitifs? Est-ce que ça fait partie de votre, de votre boîte à outils? Et ben, les biais cognitifs, on sait que, en fait, le cerveau, la plupart du temps, va essayer de marcher à l'économie d'énergie. Et donc, dans le quotidien, voilà, on va souvent, le cerveau va souvent travailler, entre guillemets, en mode automatique. Par exemple, comme quand on conduit, voilà, c'est automatisé, on peut parler à quelqu'un en même temps qu'on conduit. Ah, bon, par contre, bien évidemment, hein, je rappelle qu'il ne faut pas téléphoner au volant, on est bien d'accord, hein, quand même. Parce que bon, l'attention doit quand même être focalisée sur la route. Mais en tout cas, on a automatisé la conduite. Par exemple, vous ne réfléchissez pas. Alors là, il faut que j'appuie sur la pédale d'embrayage pour rétrograder, pour passer une vitesse, etc. Et, euh, et du coup, dans la vie de tous les jours, dans plein de situations quotidiennes, on fonctionne sur le mode automatique. C'est Daniel Kahneman, qui, si je dis pas de bêtises, qui parle de système 1, système 2. Donc, ce système automatique ou alors conscientisé. Et donc, les biais cognitifs, ben, c'est ça. Et en fait, il y a énormément de biais cognitifs. Et on est tous victimes de biais cognitifs sans forcément s'en rendre compte. Donc oui, et c'est en fait ça prend énormément enfin, ça peut avoir un impact notamment dans le travail ou dans la vie quotidienne. Bon, là, je sais qu'il y en a plein en plus. Le biais de Oui, Fanny? confirmation. Ouais, il y en a tout de suite. Oui, voilà, biais de confirmation, c'est enfin, un peu le classique. Et oui, c'est des choses qu'on étudie et qui peuvent nous être utiles justement aussi en entreprise quand on est par exemple dans une démarche d'accompagnement au changement. Donc oui, par exemple, le fameux biais de confirmation qui est qu'on va retenir essentiellement les informations qui vont confirmer ce qu'on pensait en fait déjà. Euh, Parce qu'effectivement, en fait, on va faire des raccourcis. C'est beaucoup plus simple, en fait, de pas trop se poser de questions et de retenir les informations qui confirment ce qu'on sait déjà, parce que ça voudrait dire, sinon, faire un travail sur soi, accepter que peut-être on s'est trompé, etc. Et c'est quand même pas chose évidente de faire tout ça. Donc oui, les biais cognitifs, c'est des gros raccourcis, comme disait Emma, puisque notre cerveau veut fonctionner à l'économie d'énergie. Il a bien raison, hein. Mais ça a du coup des freins dans différentes situations et je pense notamment pour une situation voilà, de changement. Et là, il n'y a plus rien qui me vient en tête.
Non, mais tu penses Mais oui, les que... biais cognitifs, c'est effectivement quelque chose qui est très très important. Ouais. Ok, ouais, tu penses que c'est pas prendre de recul, c'est être toujours enclin à ces biais cognitifs, en fait, et enfin, pas se poser de questions, c'est être toujours en mode automatique, en fait, un petit peu. En quelque sorte, oui, en quelque sorte. Mais c'est pas chose facile parce que même si on fait de la pédagogie sur les biais cognitifs, en fait, on en est tous victimes dans une certaine mesure et même si on essaie vraiment, enfin, ça demande en fait un effort absolument considérable d'à chaque fois se poser face à une situation et de prendre suffisamment de recul et de se dire, bon là, est-ce que je suis pas soumis à certains biais cognitifs? Déjà, il faudrait enfin, vraiment les avoir tous en tête. On ne peut pas lutter contre tous. Mais en tout cas, nous, si on essaie de faire un petit travail pédagogique là-dessus, puisqu'on fait, on fait des audits, etc., on peut proposer des audits et on propose aussi des ateliers et des conférences sur ce type de sujet. Donc, si on explique un petit peu et qu'on donne des exemples sur certains biais cognitifs, ça permet non pas d'enlever le processus automatique au quotidien, mais de temps en temps, si on se pose certaines questions, de se dire, ah oui, j'avais entendu ça, et ça permet peut-être de prendre un petit peu plus de recul qu'auparavant. Mais il ne faut pas se leurrer que même nous, les connaissant mieux, on ne se fait pas berner dans plein de situations. Hein. Oui, mais c'est vrai que vous parliez de fonctionnement et de mécanisme, et du coup, c'est un peu l'idée de si on les connaît pas, si on sait pas qu'ils existent, c'est invisible, on peut passer à côté aussi sans jamais se remettre en question sur plein de sujets. En fait, c'est Oui. pour ça aussi que c'est intéressant d'en connaître quelques-uns. Et par exemple, on parlait du biais de confirmation, mais chez les recruteurs, pardon, c'est important d'avoir ça en tête, de se dire, en fait, la première impression va peut-être jouer sur la suite de l'entretien. On va peut-être pas regarder vraiment un peu plus dans le dossier de la personne, on va peut-être pas aller creuser. Voilà. Donc, en fait, il faut quand même avoir conscience de ces biais-là pour éviter de rentrer dans cet automatisme-là. Donc, le fait de connaître ces biais, ça permet de prendre du recul, comme tu disais, et d'essayer de pas trop tomber dans ces biais-là, quoi. J'avais vu une conférence, c'était un médecin qui parlait justement des biais cognitifs. Euh, et du coup, en tant que médecin, bah, voilà, ils sont aussi victimes de biais cognitifs, si on peut dire ça comme ça. Et il expliquait que c'était super important de les connaître pour voilà, soigner au mieux tous les patients et pas tomber dans les biais cognitifs qui peuvent Parce que impacter les... dans ton exemple, là, dans ton exemple, Emma, pour poser par exemple un diagnostic, il faut qu'on valide un certain nombre de symptômes. Et tous ces symptômes-là, en fait, on va les entendre au travers du discours de la personne, du patient qu'on a en face de soi. Et donc, si on ne retient que, si on a en tête, en fait, on a peut-être une hypothèse diagnostique, on se dit, ah, moi, ça me fait penser à cette pathologie-là. Si on ne retient dans le discours de la personne que ce qui va confirmer notre hypothèse de départ, eh ben, on risque en fait d'oublier le reste qui a tout autant son importance. D'autres Et hypothèses, alors, ouais. du coup, là, on peut complètement se tromper. Et nous, je pense que c'est un des biais je pense, les plus importants et auxquels il faut qu'on fasse le plus attention quand on était, nous, en libéral, où justement, forcément, on connaît certains diagnostics, etc. Et donc, du coup, il ne faut pas qu'on se laisse berner en se disant, ah ouais, le patient m'a dit ça ressemble à ce tableau clinique, ça ressemble à tous les symptômes qui pourraient faire penser à cette pathologie. Mais il ne faut pas oublier aussi le reste pour pas passer à côté éventuellement de ce qu'on appellerait un diagnostic différentiel, à savoir une pathologie qui pourrait aussi expliquer les symptômes, mais qui n'est pas notre hypothèse de départ. Donc nous, par exemple, on y est soumis et on peut se faire avoir, hein, on peut se faire avoir, même en les connaissant. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous victimes ou acteurs de nos biais cognitifs, comme tu le dis, et de le savoir, c'est que effectivement, c'est d'admettre que bah, on peut se tromper et qu'il y a des fois, on peut, enfin voilà, être trop confiant ou alors, enfin voilà, tomber dans ses routines, dans ses raccourcis et peut-être pas sortir un petit peu de sa zone de confort parce que on fait des raccourcis et que c'est plus simple au final, ça permet moins d'efforts, quoi. Mais après, les biais cognitifs, voilà, c'est les automatismes. On sait que c'est voilà, ils ont aussi leur raison d'être, ils sont performants, mais c'est sûr que dans certaines situations, il faut, voilà, dans certaines situations, ils peuvent nous détourner de la rationalité, quoi.
on peut pas tout réapprendre tous les jours, à se dire comment est-ce qu'on fait nos lacets, comment est-ce que on va conduire. Au bout d'un moment, on automatise ça Automatiquement. effectivement, et il faut voir l'utilité aussi. Ça nous sert à faire plein de choses, mais ça a peut-être ses faiblesses de temps en temps. Et il faut savoir se dire que bah voilà, on n'est pas bulletproof, je pense. Du coup, moi, je pensais aux tips, par exemple. Tu parlais de la mémoire tout à l'heure, et moi, je sais qu'en termes de communication, quand je vais coacher des gens, par exemple, sur de la prise de parole en public, le fait de les aider à mieux retenir leur présentation, et ben, en fait, ça fait ils savent qu'il va pas y avoir de trous. Du coup, ça les rassure, en fait, sur la façon de présenter. Du coup, tu as un effet directement sur, voilà, avoir, euh, enfin voilà, pas stocker l'information comme un plan et la stocker plus visuellement ou ce genre de choses. Et du coup, tu parlais de tips sur le télétravail. Est-ce que, du coup, je vous reposais un petit peu la question, est-ce que vous auriez des choses un petit peu pratiques, comme tu disais, pour bah, justement peut-être être plus attentif ou prendre du recul de temps en temps. Je sais pas, vous avez un petit peu évoqué ces différents thèmes tout à l'heure, donc je sais pas si vous avez des choses qu'on peut appliquer chez soi en fait pour se dire tiens voilà mon attention hein, elle fonctionne comme ça, du coup comment est-ce que je m'organise peut-être sur ma journée. Déjà, Alors, vas-y, Emma. avant, avant toute chose, c'est d'essayer au maximum euh, zut, de respecter un planning en fait. C'est pas parce qu'on travaille de la maison qu'il faut voilà, travailler n'importe quelle heure, se lever à n'importe quelle heure, etc. Essayer de garder quand même un rythme de travail et surtout essayer aussi de faire des pauses parce qu'on sait que l'attention ne peut pas rester concentrée pendant 1 heure et demie comme ça. Donc il faut aussi savoir s'écouter, faire des pauses régulières pour pouvoir après se reconcentrer sur une tâche donc, et encore plus quand on est devant les écrans. Donc essayer soit de bouger un peu dans la maison, si on peut avoir accès à l'extérieur, sortir un peu, s'aérer. Enfin, il y a des petites choses très pratico-pratiques pour le coup, avoir un cadre de travail aussi qui soit idéal pour travailler et surtout respecter les temps de travail, les temps de pause, s'accorder vraiment une vraie pause déjeuner parce que du coup on aura peut-être aussi tendance à plus travailler, à manger sur le pouce devant l'écran, etc. Donc vraiment essayer de respecter des temps de pause, c'est très important. Et puis, euh, et puis j'ai perdu ce que je voulais dire, c'est terrible. Comme Contrôler. quoi, Donc en fait Il c'est y a très, par exemple aussi. ça Oui. m'est alors je rebondis juste sur Emma, après je te laisse la parole Fanny. En fait c'est ce que tu es en train de dire, c'est que de bien compartimenter le cerveau, il aime pas faire les choses, enfin plus tu fais de choses en même temps et moins tu retiens ce que tu fais quoi, un petit peu de prendre le temps pour tout. En fait, alors on peut pas faire vraiment deux choses en même temps. On va switcher à chaque fois d'une tâche à une autre. Euh, mais du coup, c'est vrai que c'est très énergivore aussi. Et surtout, c'est vraiment respecter ses rythmes de vie, aussi les rythmes biologiques. Et aussi se dire, ben, je peux pas rester concentré trop de temps. J'ai besoin aussi de sommeil, de repos, de temps de pause, de déconnexion. Et aussi, en parlant de déconnexion, et du coup, ce que Fanny disait tout à l'heure, et encore plus avec le télétravail, c'est qu'on est tout le temps surstimulé, on est hyper connecté tout le temps. Donc, essayez aussi de trouver des petites astuces. Alors, quand c'était en open space, ça pouvait être pour éviter qu'on soit dérangé toujours par quelqu'un qui vient nous voir pour nous demander quelque chose. Pourquoi pas mettre un petit mot sur la table pour expliquer bah, que là, on n'a pas forcément envie d'être dérangé. Du télétravail à la maison, ça peut être essayer de couper ses notifications quand on travaille sur une tâche pour éviter d'être sans arrêt en fait. Parce que dès qu'il y a une alerte, même on sait que s'il y a un téléphone qui est posé sur une table, même en silencieux ou coupé, on peut quand même être attiré par le téléphone. Donc au pire, le mettre dans une autre pièce, en tout cas si c'est voilà, si c'est pas indispensable pour le travail, mais si au maximum d'enlever ces notifications parce qu'en fait il y a Teams, il y a les mails, il y a les appels, il y a les SMS, il peut y avoir WhatsApp, il peut y avoir enfin Slack, il y a énormément de logiciels, d'interfaces qui sont utilisés et du coup ça peut vite être débordé, il y a des demandes qui viennent de partout, donc essayez aussi au maximum de trier ça et, euh, et de faire des temps où on met vraiment son téléphone en silencieux quand on fait une tâche qui demande d'être concentré, qui demande un effort.
Ouais, et du coup, ça me fait penser à un peu du côté, le côté magicien, qui va justement créer des situations où tu demandes plein de choses aux gens, où tu vas créer un peu cette surcharge cognitive, qui va pouvoir être aussi confusante, et du coup, va y avoir trop d'informations, et tu vas pouvoir faire ton tour de magie. Et du coup, le côté de ça miroir du magicien de la communication, c'est plutôt dire qu'un seul message, que ce soit clair et pas confusant, pour pas qu'il y ait trop de choses qu'on dit, sinon on va pas réussir exactement ce comme tu dis. On va retenir la moitié alors que on dit, enfin on veut dire qu'une seule chose, quoi. Vas-y Fanny, du coup, c'est... Bah, Emma a complété ce que, ce que j'avais envie de dire. Oui, en gros, je trouve les points principaux à retenir au télétravail, c'est faire des pauses. Enfin, télétravail, mais même au travail. Mais souvent, en fait, on oublie de faire des pauses en télétravail parce qu'on est à la maison. Donc, c'est absolument faire des pauses parce qu'on sait que les ressources attentionnelles ne sont pas illimitées déjà dans le temps. Au bout d'un moment, en fait, on fatigue. Et puis, la deuxième chose aussi à retenir, c'est que le cerveau n'est pas capable, en fait, de faire deux choses à la fois. Donc, essayer de minimiser au maximum les situations de double ou de multitâche, au maximum. Ça peut être aussi, c'est tout bête, mais quand c'est très fatigant, on a beaucoup parlé des réunions Zoom, etc. Essayer éventuellement de couper son retour vidéo parce que on a en général toujours tendance à se checker, à se regarder soi-même pour vérifier notre image, est-ce qu'on est bien, pas bien, etc. Mais ça, on est dans une situation de double tâche et c'est extrêmement fatigant. Donc, par exemple, voilà, un des petits conseils, ce serait de couper son retour parce que finalement, quand on est en réunion classique, on se regarde pas. Donc on n'a pas forcément besoin de se regarder, donc on coupe son retour vidéo et là déjà on enlève une information supplémentaire parce que déjà qu'il y a l'écran, que arriver à lire les signaux comportementaux de la communication non verbale, etc., c'est bien plus difficile qu'en étant en relation réelle. Donc, ça demande déjà beaucoup plus d'efforts au cerveau. Alors, si en plus, il faut qu'on check notre propre image, plus éventuellement, est-ce qu'on ne garde pas les enfants à la maison parce que du coup, l'école, elle est fermée, et puis on vérifie qu'ils ne sont pas en train de faire quelque chose. Puis, je prends des notes en même temps. Puis, comme disait Emma, j'ai le téléphone, il y a une notification, je viens de recevoir un email, et là, je suis en train de penser, oh, il faut que j'y réponde, c'est extrêmement urgent. Voilà, c'est essayer au maximum d'épurer le nombre de tâches à faire et c'est même d'épurer dans les stimulations visuelles qu'on peut avoir dans son environnement. Donc, au moins, il y a deux choses autour de soi qui peuvent nous distraire, mieux c'est. Voilà, Ouais. si je reprends rapidement les points principaux. Ouais, ouais, il y a plein de gens, je pense, qui se disent qu'ils peuvent faire plein de choses en même temps, et du coup, ce qu'on est en train de se dire, c'est que ça réduit en fait l'efficacité de tout ce qu'on est en train de faire, quoi. Avec un Et risque d'erreur plus important. ouais, ouais, il y a un risque d'erreur dont on se rend pas compte parce que notre cerveau, il est à 100 000 à l'heure, effectivement. Mm. Ok, bah du coup, on va bientôt terminer. Je voulais vous demander un petit peu, bah, c'est quoi vos projets pour cette année? Du coup, vous travaillez à distance. Comment ça se passe? Oui, on va travailler à distance en espérant pouvoir intervenir en physique si besoin. Mais du coup, projet pour les mois à venir. Et cette année, c'est vraiment développer Cognitiva Consulting, développer notre offre. Et puis, ouais, non, c'est ça, quoi. C'est développer vraiment Cognitiva Consulting, quoi. Notre petit cabinet de conseil tout neuf. Du coup, pour finir un peu, c'est quoi vos inspirations sur si des gens s'intéressent à la neuropsychologie, est-ce que vous avez des séries, films, livres, je suis sûr que vous en avez plein, mais que vous pourriez conseiller? Alors, Alors, neuropsy, vraiment, il y a plusieurs choses. Euh, Il y a deux bouquins que j'ai bien aimés qui sont assez bien foutus sous forme de BD, parce que je suis fan de BD. Il y a Psychologix et Cerveau Comics Ok. qui sont bien faits.
Alors moi, en tant que neuropsy, j'ai rien appris, mais je trouve que ça balaye vraiment beaucoup de choses autour de la psychologie et du coup aussi autour du fonctionnement du cerveau. C'est fait de manière assez humoristique, extrêmement ludique. C'est très bien vulgarisé, mais sans oublier quand même le fond scientifique de tout ça. Donc il y a ces deux BD qui sont bien faites. Après, en neuropsychologie ou sciences cognitives, si on veut aller un cran plus loin, moi, un chercheur que j'aime beaucoup, c'est Stanislas Dehaene, qui est professeur au Collège de France. Et en fait, ce qui est vachement bien, parce que sur le site du Collège de France, en fait, on a accès à toutes ces conférences depuis le début de sa chaire, et donc sur plein de sujets différents. Et j'aime beaucoup ce personnage parce que il est ultra pédagogue. Il est passionné et passionnant à écouter. Je trouve qu'il s'exprime très très bien et il a une manière en fait d'expliquer et d'articuler qui est extrêmement fluide. Et donc, du coup, je trouve que c'est très, très, très facile de le suivre et très agréable à écouter. Donc, il y a toutes ces conférences qui sont en plus en accès libre, puisque le Collège de France, c'est ça qui est formidable, c'est que tout est en accès libre. Donc, si vraiment on veut aller un cran plus loin. Et après, vraiment, le domaine de la neuropsy, avec toutes les petites expériences, je trouve assez rigolotes, c'est les livres de Oliver Sacks. Notamment le plus connu, c'est celui qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau Ok. et qui raconte en fait toutes les anecdotes, tous les profils un peu neuropsychologiques à travers des descriptions de comportements assez délirants parfois, extrêmement drôles, et où du coup on se rend compte qu'effectivement chaque partie du cerveau a une fonction des fois assez particulière et qui a des conséquences assez importantes sur le comportement, et on peut trouvé des comportements bizarres, mais tout a une explication. Et c'est très, très, très facile à lire et très agréable. Donc, plus, ouais, domaine neuropsy, Oliver Sacks, en général, c'est un auteur qui fait que beaucoup de gens apprécient. Trop bien. Et toi, Emma? Du coup, bah, Fanny a un peu fait le tour au niveau des bouquins. Ouais, je crois. Ça commençait. En tout cas, dans Moi, le domaine, ouais, domaine un peu psy, etc., ouais. neuropsy. Euh, du coup, moi, j'ai envie de parler du film d'animation Vice Versa. Je sais pas Hmm. si tu l'as vu, Jérémy. Si, je suis un Je grand l'ai fan. trouvé, il est absolument génial. Il est vraiment très bien fait. Bah, d'ailleurs, il a été, enfin les producteurs ou concepteurs, je sais pas comment on appelle ça, hein, pardon, se sont renseignés auprès de neuroscientifiques justement aussi pour faire ce film d'animation. Et donc, c'est très bien expliqué. Voilà, on comprend très bien le rôle de la mémoire, comment ça fonctionne, le rôle du sommeil dans la mémoire. Moi, j'adore cette petite scène où on voit les petits bonhommes quand la petite fille dort, les petits bonhommes en fait avec leur aspirateur et qui aspirent tous les souvenirs qui sont plus intéressants ou en tout cas plus pertinents pour, euh, pour la petite fille et qui laissent la fameuse boule de souvenirs où on a la musique de pub. On ne sait pas pourquoi on l'a depuis des années et que celle-ci on l'a pas oubliée, alors qu'on oublie des trucs super importants, hein, genre sur la culture générale. Mais cette musique de pub qui est toujours là, et du coup je trouve cette scène absolument géniale et très révélatrice de ce qui se passe. Et du coup, non, c'est vraiment très bien expliqué pour les enfants, même pour les adultes. Hein. J'ai trouvé ça vraiment top. Comprendre le rôle des émotions, la mémoire, la personnalité, tout ça. Donc, très bon film. Mais Voilà. même pour les adultes, hein. Ouais, c'est ça. C'est que c'est super bien expliqué. C'est vraiment pertinent quoi, ce qui est raconté. Ouais, ça fait des très très bons liens entre effectivement toute l'histoire. Voilà, c'est très bien fait. C'est vrai. Mais merci hein, en tout cas pour tout ça. Je connaissais pas les BD. Et puis moi, je regarde plus. J'avais été passionné par la BBC qui avait fait un reportage de 6 épisodes sur le cerveau. Et du coup, c'est exactement ce que tu disais, Fanny. En fait, il partait un petit peu de gens qui étaient malades, qui avaient une maladie neurologique, on va dire. Et du coup, ça expliquait un fonctionnement du cerveau. Et pendant tout l'épisode, il disait, voilà, cette personne, elle n'arrive pas à reconnaître les visages. Et donc, du coup, il reconnaît pas sa femme quand il va au supermarché. Et ça veut dire que on a une aire dans le cerveau où on stocke les visages.
Et j'avais vraiment été passionné par ça. J'ai vu qu'ils en avaient refait sur Netflix. Il y a Emma Stone qui fait une série sur le cerveau. J'ai pas encore tout regardé, mais je crois que ça doit être assez sympa. Et puis sinon, il y a plein de Brain Genius ou je sais plus quoi qui sont un petit peu avec des magiciens où là, ils essayent de faire des choses un petit peu magie et en même temps gag sur des shows, enfin dans la rue ou sur des gens, mais voilà. Et sinon, il y a une série que j'avais bien aimée qui s'appelait Perception, où là, c'est un neuroscientifique qui est prof à l'université et du coup qui explique le fonctionnement du cerveau à ses élèves. Et voilà, j'en avais parlé un peu avec Louis-Augustin qu'on a en commun. Oui, oui, oui. Ben, justement, on en avait parlé avec lui. Voilà, ça marche. Ben, je sais pas si vous avez un autre truc à rajouter. En tout cas, merci beaucoup pour tout. Et puis très bonne chance à vous. Et puis à bientôt sur les réseaux. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Ben, je vous en prie. Merci Ma, merci Fanny. Très très bonne soirée. Salut, Allez. Au à revoir. plus. Et voilà, ça y est, on a terminé l'interview Eureka pour ce mardi. J'espère que ça vous a plu, c'était super intéressant, toujours le fonctionnement du cerveau, les mystères de notre fonctionnement, nos mécanismes, nos automatismes, nos raccourcis. Moi, j'utilise ça justement pour la communication et le but, c'est ça, c'est aider les gens à mieux communiquer sur leur présentation, leur prise de parole en public. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'accueillir Emma et Fanny pour Cognitiva Consulting, du coup d'avoir parlé de neurosciences. Et demain, on fera une émission, je pense, vers 19h ou 20h, on verra, mais j'allumerai le stream pour parler d'auto-chess. Là, on va commencer à devenir sérieux et j'ai pas mal de choses à vous annoncer. Ça va être très cool. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis merci d'avoir été là et je vous souhaite une bonne soirée. Ça, j'ai déjà dit, mais en tout cas, on se retrouve demain à 19h. Ciao, ciao.